Introduction, il y a une propriété privée personnelle, avec toute l'histoire de l'héritage, etc. Comment vous incluez ça, tout ça là-dedans? C'est pas la question que j'avais posée à la Non, mais c'est une question, elle est toujours en son temps. Je ne me suis jamais exprimé en termes de propriété privée, propriété publique, propriété privée, propriété collective. Je suis toujours exprimé en termes de propriété lucrative, propriété d'usage. Ce que vous appelez propriété privée, dès lors que c'est une propriété d'usage, je ne vois pas pourquoi elle générerait de la propriété lucrative, pas du tout. Si vous pouvez transmettre par héritage une maison de famille dans laquelle, je ne sais pas quoi, les enfants ont passé leurs vacances quand ils étaient gamins, etc. Il y a un très beau texte des Passons Charlot, c'était dans l'UMA, il y a quelque temps, où il comparait la profondeur historique des familles de la grande bourgeoisie, dans laquelle on est dans le domaine familial, la maison, ils ne diront jamais château, on dit maison, demeure, depuis des générations, et puis la profondeur historique des gamins qui ont vécu dans des tours que la grâce de la loi Bourlot détruit, et qui voit détruire toute leur enfance, avec la barre qui est détruite. Je crois que le droit à la profondeur historique familiale est décisif. Et donc, la transmission comme propriété d'usage, c'est-à-dire si elle est vendue, on ne gagne rien. Tout le produit de la vente va, s'il est vendu par des héritiers, tout le produit de la vente va à la caisse qui gère la sécurité sociale du logement, évidemment. Et en revanche, s'il la conserve comme propriété d'usage, ça ne génère aucune accumulation. Personne ne peut avoir plus de 6 000 € par mois de ressources, personne, parce qu'il n'y a pas de propriété lucrative possible. Avec 6 000 € par mois, vous ne pouvez pas constituer des fortunes à la Arnaud, même sur de très nombreuses générations. Tout ça se fait par de la prédation je sais pas quoi, des patrons de Google, des patrons de machin, tout ça, des parasites absolus, d'accord. L'espace de la personne doit s'accompagner de la propriété d'usage des lieux où on est. Vous avez un texte très intéressant de témoignage sur la grande pauvreté. Et j'ai pu moi-même, nous pouvons tous avoir des expériences de ce genre, être témoin de ce que c'est que de n'être propriétaire d'usage de rien. Lorsque, dans une famille qui est livrée à la grande pauvreté, personne ne peut revendiquer ne serait-ce que son lit ou sa serviette, etc. Nous sommes dans une absence de propriété d'usage. Au contraire, il faut généraliser la propriété d'usage, ça fait partie des droits de l'humain. La propriété d'usage, pas simplement donc des lieux de travail, ça comme vous le dites, je crois qu'on peut assez vite se mettre d'accord là-dessus, mais la propriété d'usage des lieux de vie. Regardez ce que c'est que cette atteinte aux droits de l'homme qu'il y a dans la location aujourd'hui. On doit rendre l'appartement dans l'état où on l'a trouvé. Comme impossibilité de propriété d'usage, on ne fait pas mieux. Voilà quelque chose qui doit absolument disparaître. Nos lieux de vie doivent être des lieux de propriété d'usage. Vous voyez, la distinction propriété privée et propriété collective, elle nous empêche de penser, à mon avis. C'est pour ça que je ne l'utilise jamais. La distinction intéressante, c'est entre propriété lucrative et propriété d'usage. Toute propriété lucrative doit disparaître, y compris dans son usage populaire. Lorsque des gens qui sont très mal payés cherchent un revenu dont ils ont absolument besoin, en louant à prix d'or une chambre aux étudiants. Cette propriété lucrative-là, elle doit disparaître.
parce que cet usage populaire légitime la prédation capitaliste qui repose sur la propriété lucrative. Donc il faut être très radical dans la suppression de la propriété lucrative et très radical dans la généralisation de la propriété d'usage. Georges l'a bien dit et je pense que ça paraît difficile que Georges ne dise rien. Deux questions. Je pense aux réseaux sociaux, est-ce que ces réseaux sociaux peuvent participer au mouvement révolutionnaire auquel tu nous envoies, ou est-ce qu'ils portent en eux une dimension, je dirais, très totalitaire? Donc, est-ce que les réseaux sociaux font partie de ce mouvement révolutionnaire? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment mettre au service du service public et l'exercice libéraux actuels, je pense, aux médecins et aux avocats. Pour la première, je vote en touche, je connais rien. Réseaux sociaux et trucs électroniques. Non, j'y connais rien. Je n'ai pas de téléphone portable, je suis dans un autre monde, d'accord, qui est celui de la liberté. Donc je ne connais pas ces choses-là. Maintenant, la deuxième question, j'y ai fait écho tout à l'heure, quand j'ai dit que nous allons pouvoir passer du statut de travailleur indépendant à fonctionnaire, à travailleur mandat collectif d'entreprise. Je trouve par exemple extrêmement féconde l'invention qu'a faite la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est vraiment une institution magnifique du secteur 1. Le secteur 1, c'est ce qui permet un exercice libéral, donc totalement non capitaliste, dans une socialisation de la santé et dans une solvabilisation de tous les besoins de santé, ce qui n'est pas le cas des avocats. Nous n'avons pas cette situation-là. Les avocats sont d'ailleurs beaucoup plus menacés par des usines juridiques qui sont en train de se mettre en place, dans lesquelles ils perdront toute liberté liée à l'exercice libéral, que les médecins. Mais faire vivre le secteur 1 conventionné suppose de supprimer le secteur 2, bien sûr, d'augmenter la dépense de l'assurance maladie et donc d'augmenter la cotation des actes du secteur 1, qui est sous-coté, et de récuser les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires et secteur 2 sont les résultats du gel de la cotisation maladie qui fait que l'assurance maladie ne négocie plus vraiment la convention de secteur 1.